On est juste allé dans notre terrain, prendre la terre et l'appliquer sur les murs, donc ça c'était assez agréable. On a refait en fait toute notre charpente. On a réutilisé les bois pour essayer de monter certains meubles. On a commencé les enduits à la chaux et les débuts des enduits, ils se sont tout fissurés, je pense 3 mois après. Bienvenue sur La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous, bon épisode. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Hortense. Hortense est passionnée de bricolage, de brocante et de réemploi de matériaux. Elle rénove ainsi un corps de ferme avec ses parents et son appartement parisien en utilisant principalement des matériaux et des meubles d'occasion qu'elle transforme pour leur donner une seconde vie. Dans cet épisode, on parle donc de Do It Yourself. Elle nous raconte comment elle transforme une tôle ondulée en crédence de cuisine, une serre agricole en verrière pour son salon, ou encore des planches de parquet en tête de lit. Elle décrit aussi comment elle a réalisé elle-même des enduits chaud-chanvre, des cloisons en paille avec la terre crue du jardin, ou encore autoconstruit une cabane en bois de réemploi, remplissage en torchis et enduit à la chaux. Hortense démontre qu'avec de l'envie et des idées, rien ne se perd, tout se transforme. Vous le verrez, elle partage ses conseils et ses retours d'expérience avec une joie de vivre communicative. Je suis ravi de vous proposer cette nouvelle conversation et vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Hortense. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast La Case Robinson. Aujourd'hui, on va parler de travaux en auto-rénovation, car tu t'es lancé dans 2 projets ambitieux, à savoir la rénovation d'un corps de ferme, avec l'objectif d'utiliser des matériaux écologiques et sains, dans le respect du bâti et des habitants. Et tu as aussi entrepris la transformation en appartement d'un ancien cabinet d'avocats à Paris, avec là encore une approche éco-responsable et l'utilisation de pas mal de matériaux de réemploi. Tu partages ton aventure sur ton compte Instagram notamment, @o.boulot, dans lequel tu montres l'avancée des travaux et puis tes astuces en termes notamment de do it yourself pour réemployer des matériaux, les transformer dans l'agencement de tes projets. Parce que tu réalises pour la plupart les travaux toi-même. Donc j'ai hâte qu'on en discute ensemble. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter et nous dire ce qui t'a donné envie de te lancer dans ces projets et avec ces ambitions environnementales? Merci pour cette jolie intro. Alors, du coup, moi, c'est Hortense, et avec ma famille, on entreprend plusieurs travaux, on va dire. Donc, d'un côté, il y a le corps de ferme qu'on rénove les week-ends, et de l'autre, l'année dernière, j'ai acheté mon premier bien, on va dire, un petit appartement totalement refait. Et, euh, et donc voilà, ça me permet d'apprendre un peu sur tout ce qui est bricolage, rénovation écologique, etc. Donc c'est pas mal. Mais je te propose qu'on développe tout ça ensemble. Dans une première partie, on peut peut-être aborder le sujet de la rénovation du corps de ferme. Euh, Donc peut-être pour mettre un peu de contexte, est-ce que tu peux nous décrire le contexte du projet, quel était l'état existant avant le démarrage des travaux, et puis comment tout ça a pris forme? Ouais. Alors ça fait 3 ans, je crois qu'on a cette propriété. Du coup là, il y a une longère
percheronne, on va dire, typique, basique, qui fait 40 mètres de long, qui, elle, était plus ou moins en bon état, on va dire. Elle était vivable, on va dire, mais de très mauvais goût et pas du tout fonctionnelle. Et à côté de ça, il y a 3 dépendances. Donc, par contre, enfin, les dépendances, c'est 4 murs, un toit, de la terre battue au sol et rien d'autre. Donc là, enfin, on va essayer de les rénover, mais ça va prendre du temps et ça va être de gros projets, on va dire. Donc vous avez entrepris la rénovation de ce corps de ferme avec une approche éco-responsable, notamment dans le choix des matériaux. Est-ce que tu peux nous présenter les travaux qui ont déjà été réalisés jusqu'à présent et avec du coup quel choix de matériaux et pourquoi vous avez notamment fait ces choix sur les revêtements, l'isolation? Mm. Alors du coup, pour l'instant, on s'occupait essentiellement de la longère pour la rendre un peu plus, enfin, agréable à vivre, on va dire. On a commencé par la rénovation d'une chambre, on l'appelle la chambre d'amis, et on a commencé cette rénovation par de l'isolation, on va dire, ou avoir un certain confort thermique. Pour ça, on a utilisé du chaud-chambre, enfin la technique chaud-chambre, qu'on a appliquée sur nos murs en pierre, afin de laisser respirer toutes les pierres et être dans le respect du bâti ancien. On a laissé sécher ça assez longtemps, parce qu'on l'a fait à l'hiver, donc c'était peut-être pas la meilleure période pour faire ça. Et une fois sec, on a appliqué un enduit à terre crue, en fait, avec la terre de notre jardin, parce qu'on s'est rendu compte que la terre de notre jardin était vachement argileuse. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser cette ressource qui est directement en fait dans notre jardin pour l'appliquer sur nos murs. Donc là, la recette, elle est toute simple, toute bête. C'est de la terre argileuse, du sable. Et nous, on rajoute un peu de fromage blanc. Après, il y a plusieurs recettes un peu différentes. Donc nous, on a pris cette recette. Et en fait, le fromage blanc, de ce que j'ai compris, va permettre de limiter les fissures avec la caséine qui le contient. Donc cet enduit, c'était super agréable à travailler et à l'appliquer. La matière est vraiment toute douce. On n'a même pas utilisé de gants parce que justement c'est juste de l'argile, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, donc on l'a appliqué simplement sur le mur, on l'a taloché, on a passé l'éponge pour gommer vraiment tous les défauts. Et après, une fois sec, on a un peu balayé tous les murs pour éviter, enfin pour que tout le sable tombe et ne fasse pas de résidus dans le futur. Concernant après le sol, par exemple, on l'a trouvé dans une scierie locale, donc on l'a posé simplement, comme ça permet de favoriser les artisans d'à côté et les circuits courts. Concernant aussi la rénovation de cette chambre, on a fait donc tout est de récup dans cette chambre. Donc soit des dons de notre famille, soit des fois on trouve des objets dans la rue qui nous conviennent très bien et on les utilise, on les rénove, on les retape et ou soit ça vient du Bon Coin, de brocante, etc. On a aussi fait une tête de lit avec des boîtes palettes, on va dire, ou des anciennes planches de coffrage, et des lustres en papier mâché. Donc vraiment, tout est écologique dans cette chambre. On a essayé de faire au maximum le plus écologique et le plus simple en fait possible, surtout parce que bon, au lieu d'aller au magasin qui est peut-être à 30-40 minutes de chez nous, on est juste allé dans notre terrain, prendre la terre et l'appliquer sur les murs. Donc ça, c'était assez agréable. Donc ça, c'est côté chambre. Après, on n'a pas fait que ça en 3 ans. On a aussi rénové toute une cuisine. Donc là, pareil, on a essayé d'utiliser le maximum de matériaux qu'on avait déjà sur place. Donc, on a refait en fait toute notre charpente et on a demandé à l'artisan qui a refait ça de nous laisser tous les bois, toutes les tuiles, etc. Donc, on a réutilisé les bois pour essayer de monter certains meubles, pour essayer de les réutiliser au maximum. On a aussi réutilisé plein de meubles qu'on avait déjà sur place et leur donner une seconde vie. Et pareil aussi, des éviers chinés sur le Bon Coin, etc. N'hésite pas si tu as des questions. Oui, simplement, je précise pour les personnes qui nous écoutent en audio aussi que je mettrai pas mal d'images et de vidéos sur l'épisode qui sera en vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Case Robinson. Et ce que je voulais savoir, c'était quoi ton background sur le bricolage, les travaux avant de te lancer dans tout ça? Parce que là, tu le décris, ça semble simple, mais c'est quand même des travaux importants. Il faut des idées, il faut trouver comment faire, comment
appliquer un enduit terre crue, voilà, même comment on le compose. Et puis après, tu parlais pas mal aussi de réemploi. Comment tu trouves tes idées pour venir modifier, optimiser des matériaux du mobilier que tu trouves à droite à gauche? Ouais, alors concernant mon background, on va dire, c'est pas du tout notre métier de base. On est plutôt dans le domaine de la santé, donc rien à voir avec le bricolage, etc. Je sais juste que mes parents, ils ont acheté plusieurs maisons, qui souvent il y avait des travaux, donc ils ont commencé petit à petit, etc. Et nous, étant enfants, on les a suivis, on les a aidés, etc. Donc ça vient un peu naturellement, on va dire. Et après, donc on n'a jamais fait vraiment de construction écologique déjà avant cette longère, on va dire, parce que ça nous venait peut-être pas à l'esprit. Et en fait, pour cette longère, on s'est dit qu'on voulait quelque chose de simple, au plus simple possible. Donc on a commencé à chercher des méthodes, des techniques, etc. Et de fil en aiguille, on est tombé sur la rénovation écologique et, euh, et ça, enfin, ça fitait vachement avec ce qu'on recherchait. Donc, on s'est documenté parce qu'on n'y connaissait rien, vraiment rien de base il y a 3 ans. Et puis, on a commencé à tester. En fait, c'est en testant qu'on apprend. Donc, petit à petit, on teste. Mais avant, on n'avait jamais fait de chaud-chambre, on n'avait jamais fait d'enduit à l'argile, on savait même pas ce que c'était. Et voilà. Et dans la famille, en fait, on se complète bien. Mon père est ingénieur, donc il a peut-être toutes les idées, les comment faire, les travaux, etc. Il nous cadre pas mal. Et après, ma mère, elle est plutôt plus créative. Donc, c'est elle qui, on va dire, qui a les idées, qui dit, bon, bah, moi, je veux ce meuble, tu le transformes en ce meuble. Et mon père va, va décider, enfin, va nous dire comment c'est possible et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, on se complète bien sur ce projet. Et moi, je suis la petite main, je suis. Et bah, le travail en équipe, c'est vrai que dans des projets comme ça, de travaux qui se déroulent sur plusieurs mois, voire plusieurs années, une équipe soudée et qui se complète, c'est essentiel pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Est-ce que tu veux citer quelques ressources avec lesquelles tu t'es formé justement pour pouvoir réaliser les travaux dont tu as parlé? Alors nous, on regarde surtout un site internet, ça s'appelle Esprit Cabane. Et là, il y a plein, je sais pas si tu connais, mais il y a plein d'idées, mais même des petites idées toutes simples qui sont super faciles à faire, comme je parlais des lustres en papier mâché, bah elle donne la technique et c'est vraiment super simple à faire. Donc on peut commencer petit et après elle donne aussi des techniques un peu plus complètes, on va dire, comme je sais pas, bah, le torchis. Je crois qu'il y a une recette de torchis sur son site, donc voilà. Après, on regarde aussi pas mal YouTube. Je crois qu'il y a une chaîne qui s'appelle Habitat traditionnel, si je me trompe pas. Et on a plusieurs livres, comme le livre de la ferme du Bec et Loin. Je sais pas si tu connais, mais ils sont aussi sur tout ce qui est autonomie, etc. Donc ça nous inspire pas mal, ce genre de bouquins et ce genre de contes. Ok, bah, je mettrai les liens et les ressources dans les notes Mm. de l'épisode. Sur les matériaux de réemploi et les transformations, je voudrais bien qu'on développe aussi un petit peu, parce que j'ai vu notamment dans la cuisine que vous avez réalisé des choses super intéressantes, vachement bien faites, et avec un rendu esthétique top, je trouve. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont vous avez réalisé, par exemple, notamment la crédence ou certains meubles qui ont été modifiés, transformés? Bah, la cuisine, c'était aussi de base une envie de faire au plus simple, de pas aller dans des magasins qui sont hyper loin, qui sont bondés de monde, qui sont pas très agréables. Bon, ils sont utiles, mais on voulait surtout utiliser bah, des choses qu'on avait déjà. Donc un jour, on fait souvent des tours de la maison, de la propriété pour voir ce qu'on a. Et un jour, on est arrivé dans la grange et on a vu qu'on avait des tôles en acier en fait galvanisé. Donc je précise, c'est pas du tout de l'amiante parce que j'ai eu plein de commentaires sur ça, sur les plaques en fait, d'amiante, de fibrociment. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de la tôle en acier. Et oui, parce qu'il faut faire attention à ne pas utiliser des matériaux aussi contaminés dans sa rénovation. Donc, on a vu ces tôles et on s'était dit, mais pourquoi pas les utiliser comme crédence pour notre cuisine. Et puis, on a fait une structure, en fait, sur le mur en pierre et on a posé nos tôles avec des clous, enfin, tout simplement. Après, concernant les meubles, on avait donc ma mère est une grande fan de brocante, de Chine, etc. Donc elle passe des heures sur le Bon Coin et dès qu'elle a un petit coup de cœur sur un meuble, elle l'achète. Et des fois, il traîne dans la grange pendant
3, 4 ans. Enfin, il y a des meubles qu'on a depuis hyper longtemps. Et en fait, un jour, on se dit, bah, en fait, celui-là, il serait parfait pour cet endroit-là. Et au final, ça matche très bien. Donc, par exemple, le frigidaire, elle l'avait acheté au tout début de l'achat de la longère. Et on l'a utilisé dans la cuisine pour faire un... Oui, alors je précise, c'est un ancien frigidaire de General Motors. Donc c'est à l'époque, ils utilisaient des gros meubles comme ça, où il y avait, à l'intérieur, il y avait, quand on l'a désossé, il y avait du polystyrène, etc. Il y avait un petit moteur aussi pour faire fonctionner le froid. Donc on l'a désossé, et nous, on s'était dit qu'on allait l'utiliser en fait en îlot central pour notre cuisine, et ça fait un beau comptoir assez large, etc. Et il y a plein de rangements en fait à l'intérieur, quoi. Donc c'est super pratique. Après, par exemple, si je peux revenir sur d'autres meubles, il y a un ancien meuble de mercerie qu'on a eu aussi pour 3 fois rien. Donc là, les tiroirs de mercerie sont pas du tout agréables à ouvrir, donc on a désossé aussi tout ça et on a essayé de mettre un peu plus, de faire ça un peu plus pratique. Il y a aussi un lavabo qu'on a chiné sur le Bon Coin. Enfin, c'est un don, donc il nous a coûté là aussi 0 €. Et avec les poutres qu'on avait de notre charpente, on a construit un meuble qui fitait bien avec le lavabo. Et au final, ça rend super bien. Donc, euh, donc voilà. Je mettrai des images dans la vidéo pour illustrer tout ça, puis aussi dans l'article sur le blog qui présente l'épisode. Et puis j'invite aussi tous les auditeurs et auditrices à aller voir ton compte Instagram avec toutes ces images, c'est super chouette. Euh, Vous avez aussi construit une cabane, alors j'aimerais bien qu'on en Ouais. parle, une toute petite cabane en bois et en torchis, très mignonne et super sympa. Et aussi, il me semble, avec pratiquement des matériaux de réemploi, de la charpente, la structure de réemploi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah toute petite, on voulait une toute petite cabane de base, au final, je crois qu'elle fait presque 7 mètres carrés, donc c'est assez grand pour une petite cabane. On a peut-être vu un peu trop loin, mais quand on était pris dans le projet, on s'est dit, bon, autant faire un truc beau, propre, etc. Donc là, pareil, on a acheté des poutres sur le Bon Coin, parce qu'on n'avait pas encore les poutres de la charpente, donc ça se trouve très, très facilement. Après, faut essayer de négocier les prix comme pour tout. Mais donc on a acheté des poutres. Mon père, ingénieur, a fait tous ses schémas sur Google SketchUp, nous a tout calculé, a tout pris les mesures. Et puis moi, avec ma mère, on cherchait un peu les techniques pour essayer, pour le torchis. En fait, on s'est vachement documenté sur le torchis parce qu'on n'avait jamais fait ça. Donc, pendant que lui faisait les schémas sur Internet, nous, on cherchait aussi des techniques. Et, donc on a commencé par la structure, donc découper toutes les poutres, faire des assemblages un peu de de menuisier, on va dire, parce qu'au final c'était vraiment un travail conséquent. Rien que faire la structure, je crois que ça nous a pris presque plus de 2 semaines, mais 2 semaines de vacances pleines. Donc on a posé nos jours de vacances pour faire juste la structure. Et donc on a monté les poutres après sur place sur une base. Enfin, là, pour le coup, on a choisi du ciment, mais en fait, on aurait très bien pu faire de la terre. Je pense que si à refaire, on changerait ça, faire une base en terre ou un sol en terre. Donc enfin, je sais que ça se fait très bien, mais bon, on n'est pas des pros, donc on essaye quand même. Enfin, on apprend de ses erreurs et si on à refaire, on referait pas pareil. Mais du coup, donc on a posé toutes nos poutres et on les a assemblées sur la base. Et après, on est venu faire du torchis. Donc on a mis du crayonnage et l'autre mot, c'est des palissons, je crois. Et en fait, on a monté tout ça et après sur ces bouts de bois, on a appliqué notre torchis. Donc pareil, le torchis c'est on a pris de la paille du voisin et on a pris notre terre à nous qui était argileuse et on a mélangé tout ça dans la bétonnière et puis on l'a appliqué sur la structure. Une fois le torchis sec, du coup, on a appliqué un enduit à la chaux. Voilà, sur le torchis, tout simplement. Et après, les tuiles, c'était aussi les tuiles de notre ancienne toiture, en fait. Donc, on a tout réutilisé parce qu'il y avait des tuiles qui pouvaient pas être réutilisées sur notre toiture. On a tout gardé, on les a réutilisées sur la cabane.
Et donc je précise, donc le clayonnage, c'est effectivement une structure primaire réalisée à partir de petites branches de bois, généralement, qui permettent de créer une structure horizontale pour après venir tenir le torchis qui est plutôt assez malléable au départ et qui ne peut pas se tenir tout seul, qui a besoin d'accroche. Et ce clayonnage, ça a été réalisé avec du Du bois qu'on jardin avait, ouais, du bois qu'on avait déjà. Donc en fait, je crois que pour de mémoire, parce que du coup, ça fait quand même 2 ans, je crois qu'on a construit cette cabane. Donc en fait, pour les éléments verticaux, il faut du bois assez dur, et pour les éléments un peu horizontaux, il faut du bois un peu plus vert, plus souple, qu'on peut essayer de tresser sur les bois justement plus durs verticaux. Donc là, pour les éléments donc un peu plus durs, on a utilisé du bois qu'on avait déjà dans nos granges. Et pour les éléments verticaux un peu plus souples, plus verts, en fait, on avait des châtaigniers. Du coup, on a découpé les branches de nos châtaigniers, et on les a tressés directement sur notre cabane. Excellent. Est-ce que tu peux nous partager peut-être quels ont été les plus gros challenges ou éventuellement des difficultés que vous avez rencontrées que vous n'aviez pas anticipées? Alors quand on est en auto-rénovation comme ça, sans être professionnel, il peut y avoir des surprises, mais toi, Ouais. est-ce qu'il y en a eu? Quels ont été les principaux obstacles pour ce type de projet selon toi? Ouais, bah, le plus gros challenge, c'était la cabane de jardin en elle-même, parce que je pense que c'est pas peu commun de faire une cabane de jardin, enfin, entreprendre un tel projet, surtout on avait toute la longère aussi à l'époque à rénover, donc voilà. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est oui, en fait, en fait, nous, on n'avait jamais fait ce genre de technique, et donc le plus gros challenge, c'était de commencer et de tester. Des fois, on a eu des doutes, on a eu peur, on a eu envie de tout arrêter, mais en fait, il faut juste se lancer et tester. Et puis, si ça rate, bah, pas grave, si ça rate, on recommence, et puis on refait mieux. Donc, par exemple, là, sur la cabane de jardin, il y a, on a commencé les enduits à la chaux, et les débuts des enduits, ils se sont tout fissurés, je pense, 3 mois après. Parce que je pense qu'on avait mal dosé, on avait peut-être mal taloché, mal refait, mais bon, c'est pas grave, on enlève tout et puis on recommence, et puis c'est pas grave. En fait, faut juste tester et se lancer. Donc voilà. Tu en as déjà partagé quelques-unes. Est-ce que tu as une anecdote particulière, amusante ou surprenante par rapport à ce projet? Euh, Anecdote, qu'est-ce qui peut... Je réfléchis, mais en fait, il y en a tellement, et sur le moment, on les retient, et après, on les retient plus parce que le temps passe. Mais euh, non, là, comme ça, j'ai pas. Si ça me revient, je te le dirai. Ça marche. Mais si je peux aussi revenir, c'est peut-être parce qu'en fait, on a fait tellement de trucs que j'oublie. Par exemple, pour la chambre aussi, on a fait une cloison en terre paille. Donc pareil, on a repris nos poutres qu'on avait, et en fait, on les a remplies de paille et de barbotine de terre. Donc voilà, c'est en plus, je crois que ça a des propriétés phoniques pas mal, et ça retient vachement la chaleur. Donc voilà. Et en plus, entre dans cette cloison, on a aussi fait une verrière sur mesure. Donc voilà, ça permet de rajouter un peu plus de cachet de base. Après aussi, si je veux rajouter d'autres trucs, on va commencer la rénovation des combles de la longère, donc tout ce qui se passe en haut. Pour l'instant, il y a rien, c'est tout vide. Il y a peut-être deux, trois murs en torchis. Donc, à l'époque, c'est aussi du torchis. Donc, on va reprendre ces murs. On va peut-être comment, reconsolider, mais on va garder tout l'esprit du torchis. On va essayer de faire un maximum de cloisons en torchis. Et pour tout ce qui est isolation des combles, on va utiliser de la laine de bois, parce que c'est plus écologique, et ça correspond plus à notre philosophie, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas trop rentré dans le détail de l'intérêt aussi de ces matériaux par rapport au confort, aux économies d'énergie, et puis même au respect du bâti ancien, mais la terre crue, la chaux, la paille, enfin tous les isolants biosourcés ont des propriétés très intéressantes pour réguler l'hygrométrie dans la maison. Donc ça permet d'avoir un taux d'hygrométrie, un taux d'humidité de l'air qui est optimal. Ça permet aussi de laisser respirer, on va dire, les murs en pierre
pour éviter qu'il y ait des phénomènes de condensation trop importants ou de dégradation de la structure à cause d'excès d'humidité qui n'arriverait pas à s'échapper. On peut passer, si tu veux, au projet, à ton deuxième projet, parce que tu fais, comme je disais aussi en introduction, tu as rénové ou tu es encore en train de rénover un appartement en région parisienne. Donc là, le contexte est très différent, donc c'est intéressant aussi de voir comment tu as mené ce projet. Là aussi, il y a beaucoup de matériaux de réemploi, d'idées de do-it-yourself pour transformer des espaces avec des éléments récupérés sur le Bon Coin ou autre. Est-ce que tu peux nous présenter, pareil, un petit peu le contexte du projet, quel était l'état de l'existant quand tu as pris possession des lieux, et on parlera de la suite après. Ouais. Donc j'ai acheté mon premier appart, donc il y a plus de 8 mois maintenant. Le temps passe vite. C'était un ancien cabinet d'avocats, mais qui était vraiment abandonné. La dame qui était là, ou le monsieur, je sais pas, qui était là, ne l'utilisait plus du tout. Et je pense que ça fait 10 ans qu'il y avait personne dans ce cabinet. Donc je l'ai acheté parce que qui dit abandonné, on va dire, dit prix moins cher. Et étant jeune encore, j'avais pas de budget, un budget illimité. Donc j'ai acheté ce petit appartement. Il fait 25 mètres carrés et il y avait vraiment tout à refaire. Il y avait qu'une salle d'eau, on va dire, avec juste des toilettes et juste un lavabo. Donc vraiment, ça laissait le champ des possibles à tout faire, on va dire. Et alors là aussi, ouais, tu as entrepris beaucoup de travaux du coup, parce que comme tu dis, il y a tout à faire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les matériaux que tu as utilisés et puis les idées d'agencement ou de réutilisation de mobilier, de matériaux sur le site? Alors, donc déjà, il a fallu un peu tout démolir. Il y avait de la moquette, voilà, il y avait de la moquette au sol, pleine de poussière, pleine d'agréats, etc. et autres. Il y avait des murs aussi qui scindaient un peu l'espace et qui étaient pas du tout pratiques. Donc il a fallu repenser en fait tout l'espace avec des contraintes parce que j'ai plusieurs murs porteurs, on va dire, dans l'appartement. Donc ça pareil, ça limitait pas mal l'agencement et il y avait des arrivées d'eau aussi qui étaient juste à un endroit et pas à plusieurs endroits. Donc ça aussi, ça limitait pas mal. Donc avec toutes ces contraintes, on a quand même réussi à trouver un bel agencement et on va dire que c'est en ayant des contraintes qu'on trouve les idées les plus astucieuses. Donc voilà, et à partir une fois qu'on avait un peu l'agencement en tête, on a commencé à tout reconstruire. Donc j'ai tout isolé. Il y avait quelqu'un qui m'aidait, un artisan, un entrepreneur qui m'aidait sur tout ce qui était isolation, électricité, plomberie, etc. Parce que j'ai un métier à côté. Il y a la ferme de mes parents aussi à rénover à côté et j'avais vraiment pas le temps. C'était un boulot trop conséquent, surtout que j'étais toute seule sur ce chantier. Enfin, mes parents m'aident beaucoup, mais du coup, j'étais un peu plus seule sur ce chantier. Du coup, concernant tout ce qui était réemploi, donc dès l'appart, en fait, dès que j'ai eu les clés, on va dire, j'ai commencé, et même avant, j'ai commencé à chiner pareil sur Le Bon Coin. Des vieux carreaux de ciment, par exemple. Donc pour ma cuisine, c'est des vieux carreaux de ciment que j'ai eu pour pas grand chose, on va dire, sur Le Bon Coin. Concernant par exemple la partie bureau aussi, je l'ai fait moi-même. C'est pareil, des anciennes poutres que j'ai récupérées de chez mes parents et que je réutilise là dans l'appart pour faire la structure. Et au final, ça fait quelque chose d'assez unique. Pareil pour mon dressing, c'est aussi des anciennes poutres que j'ai réutilisées pour tout ce qui était structure et pour faire un truc un peu sur mesure et plus pratique. La tête de lit, c'est pareil. En fait, j'ai acheté dans une scierie des planches, enfin un parquet, ouais, qui s'emboîtent et je les ai juste assemblés et ça fait une tête de lit assez unique, on va dire. Tous mes meubles, ou du moins la plus grande partie de mes meubles, c'est des choses que j'ai chinées en brocante. Donc avec ma maman, souvent le dimanche, l'été, on va en brocante à 6 heures du mat et on se réveille et on trouve plein de petites pépites. Donc enfin oui, presque tout vient de brocante. Il y a ma table pour manger, c'est des pieds de bistrot que j'ai acheté à 10 euros
Et 6 mois avant, en fait, on avait flashé aussi sur juste un petit rondin de bois. Enfin, c'était un plateau de bois. On s'était dit que il pouvait être utile un jour. Et en fait, quand j'ai acheté ce pied de bistrot, j'ai repensé à ce plateau de bois qu'on avait et on les a assemblés. Ça fait une petite table un peu parisienne, très sympa. Pareil, mon canapé. C'est pas un canapé que j'ai acheté, c'est un canapé que je vais construire avec du bois de palette. Donc pareil, j'ai pris une palette, j'ai pris des anciens pieds de lit pour les fixer à la palette pour qu'ils soient un peu surélevés. Et après, je vais construire tout, enfin, ma mère va coudre un peu tout le, tout l'assemblage avec de la mousse et du tissu qu'on a trouvé aussi. Donc voilà. Je crois que tu as aussi réutilisé une verrière, il me Oui, semble, ou ah oui, alors oui, c'était dans le oui. projet de la Elle est longère. là justement. Oui, bah en fait, sur le Bon Coin, on avait trouvé un jour une annonce qui vendait plein de châssis de cerfs d'un ancien château. Et on s'était dit que ce serait pas mal et qu'on pouvait les réutiliser. Donc on allait, et en plus c'était juste à côté de chez nous, donc on allait les chercher. Et je sais pas, il y avait au moins 80 châssis. Et du coup, j'en ai pris deux pour mon appart. Donc ça permet de faire entrer la lumière dans les pièces. Et donc, oui, ça a un petit aussi un côté esthétique. Et avec le reste des châssis, on va construire nous-mêmes notre propre serre. Mais bon, ça, c'est pour euh, un projet futur quand on aura un peu plus de temps. Ah, on voit que les idées sont illimitées avec Ouais. toutes les choses que tu chines dans les brocantes, c'est top. J'avais noté aussi que tu avais refait le sol de Ouais. cet appartement avec un parquet, il me semble. Est-ce que tu peux nous Ouais. décrire un peu Alors, bah, de quel type de parquet il s'agit? ouais, c'est un parquet, donc c'est un parquet français écologique. Et en fait, ça s'emboîte et ça peut se démonter. Donc, si on a envie de changer, je sais pas, de sol parce qu'il nous plaît plus ou parce qu'on a envie de mettre autre chose, on peut le démonter et l'utiliser ailleurs. Donc voilà, ça fait une boucle, on va dire, un peu vertueuse. Donc c'est une pose flottante Ouais. sur une isolation en C'est liège, c'est ça, ça? ouais, j'ai mis oui, du liège, et après, pose flottante, par emboîtement. Et c'est du parquet massif, donc ça fait vraiment qualitatif, et c'est super agréable. Ok, trop bien. Comment tu... Parce que du coup, tu utilises beaucoup de matériaux de réemploi. Comment tu trouves les... Alors, tu dis que tu vas dans les Ouais, brocantes, mais après, je sais pas, est-ce que tu as des conseils à partager pour les personnes qui veulent aussi se lancer ouais. dans ce type de travaux de réemploi pour identifier que tel ou tel élément dans une brocante pourra te servir à quelque chose de pertinent? Enfin, c'est quoi Ouais, les choses qu'il faut regarder quand on cherche des pépites comme ouais. ça? Alors nous, on fonctionne surtout au coup de cœur. Par exemple, quand on va en brocante, on se promène et quand on voit un objet, on pense pas tout de suite à quoi il pourrait nous servir. On fonctionne au coup de cœur, à la beauté. Euh, donc et après, il peut nous servir 3, 4 ans après. Donc c'est l'histoire du plateau en fait de ma table. On a eu un coup de cœur sur ce plateau. Il était beau, on l'a pris, mais on savait pas ce qu'on allait en faire. Et au final, je sais pas, peut-être un an après, on s'était dit qu'il allait parfaitement avec le pied de bistrot qu'on venait d'acheter. Donc on fonctionne au coup de cœur. Après. On utilise aussi beaucoup le Bon Coin ou les sites de seconde main comme ça. Donc il y a des méthodes de recherche assez classiques en fonction de ce qu'on veut. Ça nous aide beaucoup aussi. On essaye de prendre des choses qui sont à côté de chez nous parce que c'est plus pratique. Euh, et, euh, et voilà. Et sinon, pour tout ce qui est inspiration, en fait, on feuillette tout ce qui est magazine de déco. Et une fois qu'on a une idée ou qu'on a un coup de cœur pour une photo, on essaye de la prendre et de la refaire, mais en mode plus écologique et qu'avec des matériaux de récup. Donc c'était le cas, je crois, il y avait une armoire dans notre cuisine. On a eu un coup de cœur sur un magazine, on s'est dit mais il faut qu'on fasse la même chose, c'est trop beau. Et en fait, on a pris nos poutres, on a pris il y a une vieille armoire qui traînait là depuis je sais pas combien de temps, et au final, ça rend presque comme la photo, mais en plus beau, enfin, en plus beau, en beau aussi, mais en plus écologique en tout cas. Sans doute, on peut parler aussi peut-être un peu de l'aspect financier de ces travaux. Est-ce que tu constates que voilà, le fait de les faire toi-même, le fait d'utiliser beaucoup de matériaux de réemploi, tu constates que économiquement aussi ça a un intérêt,
ou finalement tu y passes énormément de temps et du coup peut-être que c'est pas forcément en termes de financier ce serait pas si rentable que ça. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? En fait, ça dépend, parce que par exemple, la chambre qu'on a refaite dans dans la longère, elle nous a coûté presque rien, parce que en fait, la terre, ça venait de notre jardin, donc ça nous a rien coûté. On a peut-être payé le sable. Tous les matériaux, soit c'était des dons, soit c'était des trucs qu'on avait trouvés même dans la rue ou des brocantes, donc au final, c'est presque rien. Euh, Là, par exemple, on avait un ami qui nous avait donné deux sommiers de lit, mais incomplets. Et en fait, comme il y en avait deux, on l'a un peu traficoté et on l'a remis à jour, on va dire, si je peux dire comme ça. Et ça nous fait un sommeil de lit complet et hyper confort, mais pour rien, parce que du coup, c'était un don et pareil. Donc la chambre, vraiment, elle nous a coûté pas grand-chose. Pareil pour la cloison, en fait, c'était de la paille et de la terre et des bouts de bois pour la verrière. Donc au final, le prix de la chambre, ça revient pas à grand-chose. Après, ce qui est plus cher, par exemple, c'est tout ce qui est laine de bois. C'est peut-être ce genre de matériau qui est peut-être souvent un peu plus cher, mais si, en fait, ça se compense, pour moi, ça se compense dans tout ce qui est meubles, en fait. Parce que enfin, les meubles de seconde main sont souvent moins chers que les meubles, des meubles neufs, donc ça se compense un peu par là. Donc au final, si on regarde, je pense qu'on est au même prix qu'une rénovation normale, si on regarde dans toute sa globalité, on va dire. Selon moi. Oui. Et avec des matériaux plus Ouais. qualitatifs, Mm, une esthétique mm, aussi sans doute mm. vraiment très personnelle et plus intéressante, voilà. Et une histoire aussi que vous donnez à ce lieu qui est Mm. très riche, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Je reviens un petit peu sur l'appartement. On n'a pas parlé peut-être de la peinture, mais il me semble que sur la peinture, tu en as fait ou tu Ouais. en fais une partie Ouais. toi-même, même dans la composition de la Ouais. peinture? On a bon pas c'était pas de la peinture pour les murs, mais oui on a mais même pour la longère on avait commencé cette recette en fait avec un projet pour la longère et en fait on fait des fois ça nous arrive de faire notre peinture nous-mêmes donc avec de la farine, de l'huile de lin, du savon noir et des pigments donc les couleurs qu'on souhaite. Tous les pigments ne fonctionnent pas avec ce type de recette donc faut faire attention parce que des fois la recette peut être ratée en fait parce qu'on a pris le mauvais pigment. Donc c'est souvent les pigments, je crois qu'il faut pour choisir des pigments naturels et pas synthétiques pour ce genre de recettes. Après il y a d'autres recettes de peinture, donc là je parle juste de la peinture à la farine qu'on a testée, mais il y a plein de recettes, il y a de la peinture à l'argile, je crois qu'avec même avec des patates ou des trucs comme ça on peut faire de la peinture, il me semble, hein, c'est ce que j'ai cru voir. Mais mais du coup, voilà. Pour certains projets, pour des petits, bon, moi, des petits meubles que je veux repeindre, des fois, je fais ma propre peinture, ouais. Ouais, je mettrai aussi Mm. quelques images pour qu'on puisse voir le rendu et que chacun juge par soi-même, mais ça, c'est une bonne Et expérience petite aussi. précision aussi, avec ce type de recette, on ne peut pas avoir de peinture blanche, voilà. Parce qu'il y a l'huile de lin qui vient un peu foncer le tout et donner une teinte orange, même si on met des pigments blancs. Voilà, c'est une petite précision. Parce que, en fait, on a fait l'erreur, nous. On s'était dit, ah, mais trop bien, on fait cette recette pour avoir de la peinture blanche, ça va être trop beau, etc. Et on a commencé à peindre nos murs dans la longère. Et là, 2 jours après, on retourne dans la pièce et on voit que tout est devenu orange. Et en fait, c'était l'huile de lin qui avait Hmm. teinté le tout. Donc, mais c'est pas grave, on teste. Et au final, la peinture, c'était une petite teinte ocre, on va dire. Et ça nous allait très bien. Donc on l'a gardé. Ouais, pour le blanc, après, il y a Oui, d'autres il y a possibilités. On d'autres peut recettes. utiliser des argiles blanches, on peut Euh, utiliser d'autres choses. Euh, Bah, merci, on a fait un bon tour. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans un projet un peu similaire pour peut-être même l'organisation du projet, trouver les inspirations et ouais. puis avoir aussi l'énergie et voilà la bonne humeur que tu partages aussi comme ça tout au long du projet. C'est quoi tes Bah conseils? moi mon conseil ce serait de tester en fait et de se lancer et puis c'est pas grave si on rate, c'est pas grave si on fait des erreurs comme notre peinture blanche et ça tout se répare, tout se
enfin, on peut toujours retomber sur nos pattes. Donc, en fait, faut juste tester, bien se documenter avant au maximum pour éviter un peu toutes, on va dire, toutes les caisses, toutes les complications. Mais voilà, c'est de se lancer et de pas avoir peur. Nous, on n'y connaissait rien avant. Il y a 3 ans, on n'y connaissait rien. On n'avait jamais fait de torchis, on n'avait jamais fait d'enduit à l'argile, on n'avait jamais fait de chauchamp, mais on a testé un jour et puis ça a fonctionné. Et puis au final, on est très content des résultats qu'on obtient, etc. Mais oui, ça nous arrive aussi d'avoir des petits problèmes dans nos rénovations, mais c'est pas grave, faut pas avoir peur. Et puis Et voilà. dans la gestion du temps, comment toi t'abordes le sujet? Parce que quand on fait soi-même, bah, souvent c'est plus Mm, long que si on le fait faire, évidemment, parce ouais, que généralement on a une autre activité en dehors, donc c'est le soir, le ouais. week-end, les vacances. Euh, c'est souvent voilà, une source de stress, le planning, le fait que ça avance pas assez vite, le projet, etc. Toi, comment tu abordes ça sur tes projets? Euh, alors, pour mes projets, enfin, il y a deux. Pour la longère, on va dire, on n'a pas de stress de temps parce que on s'est pas fixé d'objectifs réels. Enfin, on a des objectifs en tête, mais on n'a pas envie de se stresser avec des deadlines ou des trucs comme ça parce que les travaux sont déjà assez stressants. Si en plus on se met des timings, c'est compliqué. Euh, en plus, enfin, pour l'instant, on vit très bien dans la longère comme ça, donc voilà, on a un espace de vie quand même qui est assez agréable. Donc pour le reste, on s'est pas mis de deadline. On fait ça les week-ends quand on a le temps. Et en plus de ça, on essaye aussi par exemple, nos week-ends, on essaye de on fait pas que des travaux tout le week-end, on essaye aussi de prendre des petites pauses en famille, etc. Donc pour qu'il y ait un équilibre en fait, parce que comme c'est des projets qui sont à très long terme, il faut qu'il y ait quand même un équilibre. On peut pas faire tout le temps des travaux comme ça et d'avoir les mains dans la boue, on peut pas, c'est compliqué. Mais pour l'appart, par contre, là j'ai plus des timings serrés, on va dire, parce que j'avais envie d'emménager vite et quand on fait vite, on prend pas le temps de regarder toutes les solutions qu'on peut avoir, les solutions plus écologiques qu'on peut avoir. Donc en fait, enfin, dès qu'on a les clés ou dès qu'on a en fait l'accord, même avant les clés, faut commencer à réfléchir à tout ça pour un peu gagner plus de temps. Faut s'y prendre vachement en amont. Mais oui, quand on a des timings de temps, c'est plus compliqué, je pense, de faire des choses un peu plus écologiques. Ouais, donc se préparer Ouais, en amont le plus ouais, possible, parce qu'évidemment, dès que le chantier est lancé, c'est difficile ouais, d'avoir ouais, c'est ça. l'esprit posé pour aller trouver des alternatives un peu différentes et Bah même, qui ouais. nécessitent parfois plus de temps, etc. Mais même les meubles, en fait, ça prend du temps de les chiner, de voir lequel on veut trouver, etc. Précisément. Alors que par exemple, si on veut des meubles neufs, il y a juste à scroller sur le téléphone et à cliquer et on reçoit ça dans la semaine. Alors que bah, chiner, c'est si on veut une pièce en particulier, etc. Ça prend plus de temps. Donc voilà, mon conseil, ce serait de s'y prendre vachement à l'avance. Moi, je sais que du coup, ça faisait enfin plus d'un an avant que je collectais un peu tous mes objets que je voulais dans mon appart pour après les réutiliser dans mon appart, même si j'avais toujours pas le lieu en fait. Ouais, donc prendre le temps et puis idéalement avoir un espace un peu de Oui, stockage pour ouais, justement pouvoir potentiellement, ouais. mettre Mm. les éléments qu'on trouve au fur et à mesure Ouais, en sachant qu'on les utilisera peut-être que dans ouais, quelques ouais. années, Oui, quoi. c'est vrai que j'avais la chance d'avoir un espace de stockage à proximité. Il y a une question que je pose à tous les invités du podcast, les personnes qui écoutent régulièrement la connaissent, c'est si tout était possible, à quoi ressemblerait pour toi ta maison idéale? Si tout était possible, moi, ce serait une ferme en plein Paris, mais avec personne autour. Mais quand je sors du portail, il y a le petit métro, ma petite ligne préférée qui soit là, mais bon, c'est pas possible. Et pour gratuit, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Mais mais voilà, ouais, ce serait une ferme totalement autonome et éloignée de tout, mais quand même proche de tous les commerces, de la vie sociale, etc., etc. Et ce serait une ferme avec plein de petits potagers, plein de plantes, plein de fleurs, un peu autonome, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Tu as déjà cité quelques ressources tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent? Bah du coup nous on est vachement fan du livre de la ferme du Bec et Loin. On le regarde souvent, ça c'est sans inspiration. Après on a plein d'autres livres, mais là je saurais pas les citer. Si tu veux, je pourrais te les donner peut-être après le podcast pour que tu les partages aussi.
Ça marche. Mais je Mm. mettrai tout ça dans les notes. Et est-ce qu'il y a une citation, un mantra qui te vient souvent à l'esprit, qui t'inspire, qui donne de la force, de l'énergie quand tu te lances dans tes travaux? Non, non, il y en a pas du tout. Non, j'ai pas de, non, j'ai pas de citation particulière. Mais t'as l'air optimiste, joyeuse de nature alors, Ouais. parce que c'est vrai que tu le diffuses bien là dans l'interview, cette envie, cette motivation à faire les travaux, puis on le voit aussi dans les contenus que Mm. tu produis sur Instagram. Euh, ok. Est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes activités, Ouais. donc sur ton compte Instagram, peut-être? Ouais, bah, sur mon compte Instagram, j'essaye de montrer un peu toutes les idées qu'on a, toutes les techniques qu'on teste dessus. Donc, j'essaye d'être le plus précise possible. Après, faire tout raconter en 8 minutes, c'est compliqué. Mais voilà, j'essaye de tout montrer là-bas et de conseiller ou du moins inspirer les gens à faire quelque chose de plus écologique que ce qu'on aurait pu. Merci Hortense pour ce partage et puis les choses que tu partages aussi sur tes Mm. réseaux. On voit avec de l'envie, la bonne humeur et puis des Mm. idées, on peut faire des choses magnifiques, originales et puis qui sont aussi vertueuses pour l'environnement. Donc bravo pour les travaux que tu as réalisés. Donc je mettrai les images dans la vidéo sur la chaîne YouTube et puis aussi dans les notes sur le blog La Case Romasson. Puis je te dis à bientôt et te souhaite le meilleur pour la suite. Bah, merci à toi de m'avoir Avec reçu. plaisir, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.